Bonsoir. Dans ce monde et surtout dans notre contexte où la vieille garde et la vieille classe semblent s'accaparer de tout ce qui est haute fonction et responsabilité de l'établissement, lui a su se frayer son chemin et aujourd'hui il trône à la tête de l'administration. Directeur d'administration centrale, il n'est pas arrivé là comme un parachuté, mais il a su, à coup de travail, d'abnégation et surtout de volonté, se frayer le chemin dans ce sentier très souvent sinueux. L'école est chez lui une sorte d'antidote. Il a dans les gènes, il y a consacré pratiquement le gros de sa vie. Il a eu un parcours scolaire et académique sans entrave jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il peut fièrement se présenter comme un enseignant d'université. Un peu plus de 15 ans qu'il fait le tour des amphithéâtres pour partager avec les étudiants le savoir et la connaissance. Et tout récemment, il a été hissé au panthéon des savants, des intellectuels et des hommes qu'on appelle ceux de l'université. Il est professeur titulaire et sa spécialité, c'est l'histoire. D'ailleurs, parlant de l'histoire, il est l'un de ceux qui peuvent parler de l'histoire parlementaire du Cameroun qualité, j'allais même dire cathédra. Mais il ne se contente pas de cela. Il a, courant janvier 2023, créé et inauguré le centre de recherche en histoire au Cameroun, un haut lieu de recherche pour les étudiants, mais également pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé avant que nous ne soyons là. Il milite également, peut-être pas dans le meilleur des partis, il est fervent militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et forcément, il nourrit l'ambition d'occuper un poste électif dans les prochaines années. Vous avez donc compris, mesdames et messieurs, que nous déroulons le tapis rouge ce soir au professeur Joël Narcisse Meyolo, je l'ai dit, historien, professeur titulaire des universités. Il est déjà confortablement installé dans ce studio. Avec lui, nous parlerons dans le cadre de la première rubrique Les pieds dans le plat. Nous évoquerons entre autres la menace de grève des enseignants du supérieur au sujet de la prime de recherche. Nous parlerons de cette demande insistante de la tenue des états généraux du supérieur. Nous ferons une bifurcation aussi bien au ministère de l'enseignement supérieur que dans les universités. Nous parlerons de sa nomination récente comme chef de division de la coopération au ministère de l'enseignement supérieur et naturellement de cette haute distinction de professeur titulaire. Dans le cadre de la revue des sujets d'actualité, nous parlerons évidemment de cette décision du Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent après avoir été saisi par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous évoquerons pendant un bon bout de temps le nom de baptême à polémique du palais des Verts Paul Biya, la réponse du président de l'Assemblée nationale à l'évêque de Garoua, le renouvellement de la classe politique et même administrative, la non-tenue des conseils ministériels et cette demande qui vient de l'arrière du pays pour qu'il y ait un remaniement ministériel. Et vers la fin de l'émission, il se prononcera sur quelques figures. Professeur Narcisse Joël Meyolo, bonsoir. Bonsoir, Armand. Je dois dire que je suis très surpris. Je ne sais pas surpris, mais très étonné de la synthèse que vous avez faite qui touche quasiment tous les pans de mon modeste existence. L'administration, l'éducation. Peut-être qu'on peut discuter des ambitions que vous me prêtez dans les années à venir. Mais je suis, à part cela, je suis tout à fait d'accord avec mais quand on milite, tapis que vous quand avez... on milite, le devenir d'un militant, ou du moins le projet de vie d'un militant devrait
celui, un jour, de prétendre à un poste électif. C'est la moindre des choses, non? Mais non, pas toujours. Pas toujours. Le projet d'un militant, c'est d'accompagner son champion. En l'occurrence, maintenant, c'est le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le projet d'un militant, c'est de porter une idéologie. Le projet d'un militant, c'est de porter une vision. Parce que si on se limite à ce que l'on soit militant, parce qu'on espère avoir un poste électif, eh bien, on entre dans une espèce de commerce, qui, de mon point de vue, peut diluer la responsabilité du militant, qui est d'abord d'être convaincu de ce que l'idéologie qu'il défend, les points qu'il défend peuvent améliorer les conditions des citoyens. Et puis maintenant, si dans le cours de la vie, il arrive qu'on estime à un moment donné qu'il faut prendre ses responsabilités, qu'il faut être là pour représenter les populations, pourquoi pas? Mais pour le moment, peut-être que vous manquez d'ambition, parce que dans votre formation politique, c'est connu, les postes électifs sont réservés à une certaine classe. Je me limite pour le moment à supporter le président, à être l'un des soutiens du chef de l'État auprès de la jeunesse, auprès des aînés, auprès des cadets. Maintenant, c'est pas juste ce que vous dites, parce que vous avez plein de jeunes qui sont maires dans les villes au Cameroun, qui sont à la tête des communes. Je pense, à quel pourcentage? Je pense par exemple au maire de la commune de Dimako, qui est un congénère, qui est tout jeune. Je pense à l'ancien maire d'Ambam. Je pense à des jeunes députés qui sont à l'Assemblée nationale. Vous les considérez donc ceux qui sont déjà sexagénaires, septuagénaires. Alors le débat, c'est un faux débat. C'est-à-dire que tant qu'on a l'investiture du parti, et tant qu'on a l'adhésion des populations, mais il faut continuer à travailler. Vous savez qu'une élection du maire, c'est à la limite ce qu'on dit, c'est du corps à corps. C'est-à-dire que ce sont des individus qui vivent dans la société, qui connaissent, et donc qui sont identifiés comme ceux-là qui ont... Ça, c'est comment ça devrait être. Et non, je dis une fois de plus il y a une discipline de parti, il y a une discipline de parti, il y a une discipline de parti, il y a une discipline du parti qui s'adosse sur la popularité des individus. Vous avez bien conscience que si le parti impose, comme vous le pensez, comme vous le prétendez, si le parti impose des gens impopulaires, eh bien sur le terrain, il ne va pas gagner. Alors dans un contexte de compétition, vous ne pouvez pas nier le fait que ceux qui sont maires aujourd'hui, ou maires ADPC, sont les meilleurs. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de primaires au sein du RDPC. Écoutez, vous posez une autre problématique. D'accord. Vous posez toute une autre problématique. Je vous dis une fois de plus que la démocratie, c'est pouvoir au peuple par le peuple. Alors qui choisit à la fin? C'est le peuple qui choisit le candidat entre le candidat RDPC et le candidat PCRN. Qui choisit? Non, on parle de votre formation politique. Je vous dis, quel que soit le moyen à travers lequel nous proposons un individu, un candidat au poste de maire, eh bien, il fait face au vote de la population. OK? On est d'accord là-dessus? Et donc, c'est ça que je dis, à la fin, c'est la population qui vote. Alors, si la population n'est pas contente, si elle ne peut pas, elle va faire un vote sanction, ou du moins ne même pas voter pour lui. Jeune Narcisse Méo, le professeur, vous qui connaissez bien l'histoire parlementaire du Cameroun, quelle est la portion accordée aux jeunes à l'Assemblée nationale? Je préfère qu'on laisse le Sénat parce que là-bas, il n'y a pas de moins de 50 ans. Quelle est la portion qu'on accorde à l'Assemblée nationale aux jeunes? Alors, comment vous définissez la jeunesse? C'est quoi? Vous avez une tranche d'âge? Oui, l'UNESCO estime qu'on est jeune de 15 à 35 ans. Mais pour être candidat à l'élection législative, il faut avoir 21 ans. Donc, allons sur la tranche d'âge de 21 monsieur Amand, vous me présentez comme quoi? Jeune enseignant d'université? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Donc vous remettez... Écoutez. Alors, je suis vieux? Pas vieux. Vous êtes vieux? Vous êtes adulte. Moi, je suis adulte déjà. Ah, plus jeune. Je suis plus jeune. Non, moi, je suis adulte. Je suis plus jeune. Ah, donc les jeunes de 35 ans ne sont pas adultes? S'il vous plaît. Les jeunes de 35 ans n'est pas adulte. Mais les mots ont leur sens. Vous êtes enseignant. Ah bon, les mots ont leur sens. Alors, c'est pour dire que... vous devez comprendre. Après 35 ans, on est plus jeune. Alors, qu'est-ce qu'on est?
Adulte. Oui. Selon vous, Oui. à 35 ans, on n'est pas adulte? Que si on l'est. Ah d'accord. Mais- Donc dans votre définition de l'adulte, il y a un adulte jeune et un adulte vieux. Si vous voulez. Je suis un adulte vieux. Si vous voulez. Ah, je peux donc vous dire que quand on descend dans la rue, là, c'est pas ce qu'on pense. OK. On dit un jeune Yes, enseignant. on pense. On dit un jeune enseignant d'université. C'est pour vous dire qu'en réalité, il faut... La discipline que je pratique vous dit que les faits sont interprétés dans un contexte. OK? En contexte camerounais, quelqu'un qui a 40 ans est jeune. Quelqu'un qui a 36 ans est jeune. Je dis en contexte. Ancré dans les Ah mémoires, non, justement. parce que pour c'est... maintenir certains Non, parce dans que, l'oisiveté parce que c'est la réalité. Et maintenant, le jeu politique obéit à un ensemble d'instruments. Ou si vous voulez, le jeu politique a ses outils. Et ces outils-là, quand on les a, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 80 ans, quand on les a, on occupe des postes électifs. C'est ça toute la différence. Alors, donc, c'est pas fondamentalement vous êtes lié. satisfait C'est pas fondamentalement lié permettez-moi à l'âge de mener à défini bien par- cette interview. Vous proclamez Par l'UNESCO. fièrement Oui. que dans le contexte camerounais, à 40 ans, on est considéré comme vieux, en ignorant que c'est fait exprès. Ah non, c'est pour vous qui dites qu'à exclure 40 cette ans on est classe. vieux. C'est vous qui dites qu'à 40 ans on est vieux. C'est pas moi qui le dis. C'est vous qui On est dites. adulte. C'est vous qui dites. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, oui. Et je vais vous dire pourquoi. Non, monsieur Amankol, Parce que quelle est le la différence, quelle est la professeur, différence que vous faites entre un monsieur de 40 ans et un monsieur de 70 ans? Alors, professeur, Ils sont tous adultes vieux, c'est ça? vous connaissez l'histoire de l'Assemblée du Parlement mieux que moi, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Professeur, s'il vous plaît, le législateur estime Oui, qu'à 35 ans, oui. on peut déjà avoir suffisamment de ressources pour occuper la plus haute fonction étatique, être président de la République. Dans les conditions pour être président de la République, il faut avoir 35 ans révolus. Ça veut dire que le législateur estime qu'à 35 ans, On est plus on jeune. est sorti de la la jeunesse. jeune et donc on est déjà investi du pouvoir de l'âge et donc on peut déjà occuper la plus haute fonction. Dès lors, professeur, s'il vous plaît, Ah non, allez-y, je vais pas à parler. 40 ans, Oui. on ne peut plus être considéré comme un jeune. Comme Et un il faut jeune. que ça sorte des esprits dans notre environnement. Mais monsieur Amankol, vraiment, je vous dis une fois de plus, dans une analyse, pour qu'elle soit pointue, pour qu'elle soit accessible, grand nombre, vous la mettez dans votre contexte. OK? Vous la mettez dans votre contexte. Eh bien, quel est notre contexte? C'est qu'à 35 ans, on est jeune. C'est qu'à 40 ans, on est jeune. C'est qu'à 45 ans, on est jeune. OK? Donc le c'est- premier c'est- président c'est de la un République du contexte- Cameroun était jeune. Ah bon, quand il est président arrivé, il Amadou avait... Ahidjo. Ah mais oui, le président Mandodje était jeune quand il est D'accord. arrivé. Tout comme le président Biya, quand il vient à 49 ans, il est jeune. Et désormais, Et- on estime au Cameroun qu'à 40, à 60 ans, on est jeune, il faut attendre son tour, laisser d'abord Ah non, ceux de 70 ans et 80 ans occuper les Monsieur responsabilités. Amankol, je vous dis une fois de plus que la problématique de la jeunesse, je ne tomberai pas là-dedans. Ce que je vous fais comprendre depuis, c'est que si vous n'intégrez pas que vous avez les normes de l'UNESCO qui sont définies dans un environnement bien précis et desquelles il faut se départir fondamentalement. Parce que dans un environnement où on accède à l'emploi à un certain âge, À 40 ans, au d'accord, Cameroun, on accède à l'emploi à un certain âge, où nous sommes bien conscients, vous et moi, nous sommes conscients de la part que nous accordons aux aînés dans notre environnement social, eh bien, cet environnement-là a hiérarchisé les âges. OK? Et donc, dans cet environnement-là, quand on a 40 ans, on est jeune. Alors, professeur, je vous pose la question. Ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, je veux parler des actants du pouvoir, Oui. ont occupé des hautes fonctions à la vingtaine et à la trentaine. On a Oui. bien eu dans ce pays des ministres à 28 ans. Oui. On a le président de la République lui-même l'actuel président de la République, qui a cumulé secrétaire général de la présidence de la République et naturellement directeur du cabinet civil. À moins de 40 ans, il a été ministre
le Premier ministre à 42 ans, Oui. président de la République à 49 ans. Alors, la question que je pose, c'est, est-ce que au fil des années, les Camerounais sont devenus mésintelligents, un peu plus bêtes, au point où, aujourd'hui, ou du moins, depuis que le président de la République, Paul Biya, a accédé aux hautes fonctions, trouver un jeune de 28 ans comme membre du gouvernement relève à la limite de la gageure? Alors, une fois de plus, M. Armand Okol, les analyses doivent se faire dans leur contexte. Je vous dirais même mieux. Le président est né en 1924. En 1946, quand on eut les premières élections à l'Assemblée représentative du Cameroun, il est élu conseiller. Ça fait quel âge? 22 ans. Mais quel est le contexte? Vous avez un contexte. Si vous échappez... Les jeunes étaient plus intelligents à cette époque. C'est pour ça qu'il faut occuper les hautes fonctions. Je vais vous dire par exemple, je vous dis par exemple, il y avait un contexte au Cameroun, à la mort des années 70, quand on avait une licence, on avait le choix. C'était un choix. Soit on allait à la police, soit on allait à l'école normale, soit on allait à l'ENAM. C'était un choix. Parce qu'il y avait un contexte. Si vous ne tenez pas compte du contexte, il y avait un lycée à Yaoundé, le lycée Leclerc. Il y avait un CS à Obala. Il y avait un à Bafia. Vous pouviez donc compter le nombre de bacheliers. Il y avait une université, vous pourriez compter le nombre de licenciés, etc., etc. Les contextes ne sont pas les mêmes. OK? Les contextes ne sont fondamentalement pas les mêmes et vous ne pouvez pas faire de comparaisons. Maintenant, je vais vous dire, entrons même dans ce débat. Et je dis, beaucoup de Camerounais, je suis souvent surpris quand on le dit. Vous savez qu'il y a à peine 5 ans qu'on a repoussé l'âge de départ à la retraite pour les fonctionnaires à 60 ans. Pour certaines catégories. Pour certaines catégories. Parce qu'il y en a qui attendent encore. Jusqu'à 60 ans. Au moins les catégorie A2 jusqu'à 60 ans. Mais entre vous voulez circonscrire cela au magistère du président de la République, Paul Biya actuel. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Alors, avant cette prorogation-là, ce décalage-là, aucun secrétaire général, sauf s'il était enseignant d'université, n'avait plus de 55 ans. Vous le saviez? C'est-à-dire que l'administration, en réalité, est tenue par les jeunes. Parce que tous allaient à la retraite à 55 ans. Tous occupaient des postes de responsabilité à partir de la vingtaine. Alors, dites-vous bien que ça fait à peine 5 ans que vous avez des secrétaires généraux qui sont administrateurs civils qui ont 60 ans en poste. Vous avez les directeurs. Non, j'en viens. Monsieur Armand Okol. C'est pour vous dire. Non. C'est pour vous dire que si le débat. J'en viens. Monsieur Armand Okol. Si le débat pour vous, c'est de dire que nous avons une gérontocratie administrative, je vous fais comprendre, je bats votre argumentaire, en vous faisant comprendre que ceux qui sont frappés par le départ à la retraite, jusqu'à il y a à peine 3 ans, allaient tous à la retraite à 55 ans. Maintenant, pour les postes de ministre, M. Armand Okol, vous voulez que je vous prenne des exemples? Mais je vous ai posé la question. Le ministre Yebe est nommé président, ministre sous Paul Biya à quel âge? Mais c'est exactement ce que je dis. Il avait 36 ans. Allons-y. Non, quelle époque? Attendez, monsieur. Non, finalement. Non, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que vous avez un visage de Biya qui nommait les jeunes, un visage de Biya qui nomme plus les jeunes. Qu'est-ce que vous nous fait comprendre? Cette émission se tient en 2025. Oui. La question que je vous pose, c'est le gouvernement qui est en poste depuis 2019, qui a déjà 6 ans. Oui. Parmi les membres de ce gouvernement, vous pouvez me citer un ministre qui atteint la quarantaine, qui entre gouvernement la quarantaine, la vingtaine et la trentaine, professeur. Au gouvernement. Ne faites pas la sourde oreille. Je parle de la vingtaine et la trentaine. Mais à l'époque, il y en a eu, on peut citer des cas. Il y a bien eu des ministres à la vingtaine dans ce pays. Mais il y a des ministres à la vingtaine dans ce pays dans un contexte bien précis, qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Je suis désolé qu'il n'est pas celui d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demandais si les jeunes sont devenus en réalité, moins intelligents. Ah non, c'est pas une question d'intelligence. Et donc, c'est ça le problème. C'est pas une question d'intelligence, M. Armand Okol. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est la capacité à analyser
à répondre à certaines exigences. Ça se passe partout, ça se passe comme ça partout dans le monde. Et donc, si pour vous le critère d'efficacité, c'est la vingtaine, c'est la trentaine, je suis désolé pour vous dire qu'au-delà de la vingtaine, au-delà de la trentaine, on peut être efficace et intelligent. Très bien. Ceux qui nous écoutent vont pouvoir apprécier. D'ailleurs, vous le dites parce que à 45 ans, vous êtes déjà directeur d'administration centrale. Vous êtes un homme bien de là-bas. Ben écoutez, les autres ah non, mais moi, écoutez, je suis arrivé, mais écoutez, ah non, alors vous prenez un très bel exemple. Ça fait 11 ans que je suis au ministère. 11 ans. Parce que si vous faites un parachute, prenez un parachute, dites à 45 ans, voilà ce qu'il est. Ça fait 11 ans que je suis là. Ça fait 16 ans que j'enseigne à l'université. Alors je pensais qu'après cela, être directeur, si un homme vient de là-bas, ce n'est pas la conséquence des efforts. Alors je vous dis, écoutez, vous faites fausse route. Et vous pouvez multiplier mes exemples. Je vous dis, vous pouvez multiplier ces exemples parce qu'en réalité, ceux qui sont directeurs, sous-directeurs, chefs de service d'administration camerounaise, pour l'essentiel en moins de 50 ans, pour la plupart en moins de 40 ans, allez-y, je prends mon ministère. Je prends le ministère de l'enseignement supérieur. Je ne connais pas, ce n'est pas la peine. Alors non, je ne pourrais pas mais vous m'empêcherez pas de dire ce que je vis dans mon ministère. Vous avez des sous-directeurs qui ont 32 ans. Allez voir. Vous les avez qui ont 35 ans. Vous les avez qui ont 34 ans. C'est une réalité. Là où on peut déjà être président de la République. Mais oui, maintenant là où on peut être théoriquement président de la... Non, mais théoriquement président de la République. Théoriquement, je vous rappelle que pendant qu'on y est, nous sommes le 23 janvier, il y a 3 jours, les États-Unis investissaient un président qui a 78 ans. Avant lui, c'était un qui avait exactement 78 ans. Après 4 ans, il va... Et avant celui-là. Alors, mais oui, et donc vous comprenez, oui, avant celui-là, c'était Obama qui arrivait à peine la cinquantaine, tout comme le président Biya arrive à 49 ans. C'est ça. Tout comme Aïdjo. Ben oui, maintenant c'est le contexte. Si vous voulez le faire partie, battez aux élections. Alors, professeur, que dites-vous de ces autres jeunes, de la trentaine, de la quarantaine, intelligents également, titulaires de licence, de master, de doctorat, qui sont au quartier, qui ont frappé aux portes des concours, qui ont essayé de s'insérer à leur propre compte, mais qui sont butés à l'accès aux sources de financement ou à une bureaucratie administrative qui ne permet pas toujours de pouvoir s'installer. Eux, c'est des cancres et donc ils sont là où ils devraient être, c'est ça? Alors, je veux bien que vous fassiez la différence qu'il y a entre l'intelligence et l'accès à l'emploi. Vraiment, il faut faire la différence. Qu'il y a entre le diplômé et l'entrepreneur. Qu'il y a entre celui qui est bourré de diplômes, mais qui n'a rien à la tête. Mais qui, bon, ça peut arriver. Qu'on enseigne à vos universités. Ah non, non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas du tout ce que je vais dire. Et si vous êtes moins offensif, vous comprendrez. Si vous êtes moins émotif, vous allez comprendre la chose. Alors, merci pour le reproche. On a beau... Je l'ai bien retenu. Ah non, ce n'est pas un reproche. C'est un appel, en réalité. Je peux le percevoir. Je peux bien évidemment me tromper. C'est possible que je me trompe. Mais je peux le percevoir. Je dis ce que je perçois. Alors, vous avez nécessairement des jeunes très intelligents, des jeunes talentueux. Maintenant, il faut comprendre qu'il faut, autour de ces jeunes, un environnement. Et cet environnement part des chaînes mentaux. Quels sont nos chaînes mentaux aujourd'hui? Mais qui sont, fort heureusement, en train de connaître une espèce de mutation. Quels sont nos chaînes mentaux? Eh bien, c'est qu'on a là à l'école, on doit être dans un bureau. C'est ça nos chaînes mentaux pour l'essentiel. Mais dans tous les pays du monde, le chômage est une réalité. La jeunesse est une réalité. Dans tous les pays du monde, la fonction publique ne peut plus recevoir tout le monde. Peut-être nous, il y a 15 ans, il y avait certainement un contexte qui faisait qu'un titulaire de 2A qui avait des publications à l'international pouvait facilement intégrer
le corps de l'enseignement supérieur, peut-être ces conditions ne sont pas réunies aujourd'hui, encore que. Si vous regardez les efforts qui sont faits, je ne peux que prêcher pour ma chapelle, hein, c'est ce que je maîtrise le mieux. Quand on va me dire ça, ah oui, c'est ce que je maîtrise le mieux. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que depuis entre 2019 et 2024, on a recruté 2000 enseignants d'université. 2000. C'est recrutement dans la mer. Recrutement spécial. Oh, quand on compte le nombre d'universités d'État et le nombre d'universités privées dans notre pays. Maintenant, si vous imaginez que prendre 2000 docteurs en 3 ans, c'est une goutte d'eau dans la mer, c'est que vous êtes ignorant du processus qui aboutit à la soutenance d'une thèse de doctorat. Mais professeur Joël Miolo, s'il vous plaît. Et donc, j'en viens, monsieur. Si on démultiplie le nombre d'universités, monsieur on doit bien savoir qu'il va falloir recruter. Monsieur Amankol, oui. Justement, c'est pour ça qu'on a recruté. Quand on a créé le... Je dis donc que c'est une portion congrue. Non. Par rapport à la demande. Non, vous ne pouvez pas le dire. Quand on a créé les 3 nouvelles universités, on a pensé à leur donner 450 enseignants. Rien n'est fait au hasard. Maintenant, à côté des universités, vous avez des institutions privées d'enseignement supérieur. Et depuis 4 ans, ces institutions sont soumises à un recrutement reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et même les changements de grades dans ces institutions privées d'enseignement supérieur sont désormais faits par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est pour dire que si vous limitez juste aux 2000 qui ont été recrutés dans l'université d'État, eh bien vous oubliez à peu près 2000 ou 3000 qui sont pris par l'institution privée d'enseignement supérieur. Et donc, c'est pour dire que notre environnement, aujourd'hui, du moins pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a des efforts colossaux qui sont faits pour que ceux qui ont des doctorats puissent être recrutés. Maintenant, il faut que ce soit les meilleurs qui puissent être recrutés. Et on a créé un environnement, permettez-moi, s'il vous plaît. Nous parlons c'est une problématique très sérieuse. Et il y a un environnement aujourd'hui de l'entrepreneuriat qui permet aux titulaires de doctorat, parce que dès la deuxième année, dès la deuxième année, ils ont des cours sur l'entrepreneuriat qui permet à ceux-là qui ne sont pas ou qui ne veulent même pas, parce qu'il y en a qui ne veulent pas doctorat dans la fonction publique, qui vous disent je vais ouvrir mon cabinet, je vais faire mes consultations, ça gagne encore que on gagne plus d'argent de ce côté-là. Donc il y a un environnement qu'on a créé qui permet une inclusion de ces jeunes-là dans ces circuits qui ne soient pas nécessairement happés par la fonction publique. Que répondez-vous à ceux qui estiment que dans nos universités, on forme les diplômés, mais on ne forme pas des gens aptes à l'emploi? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, le ministre d'État a coutume de dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à la question de que sais-je de Montaigne. Que sais-je? Ça, on doit être d'accord. Il y a un contexte. Après les indépendances, à la mort des années 90, et peut-être même au début des années 2000, qui voulait qu'à l'université, que l'on donne des savoirs savants, des savoirs théoriques. Avec l'introduction du système LMD, on a introduit la professionnalisation. On a créé les incubateurs dans les entreprises. On a multiplié les institutions privées d'enseignement supérieur qui offrent des formations pratiques. Et les universités... Dans les laboratoires non équipés. Et les universités se sont métamorphosées. Je vous prends des exemples simples. Les laboratoires sont-ils équipés pour ça? Mais bien sûr. Lesquels? Mais bien sûr. Moi, j'étais à l'université de Yaoundé 1, oui. avant-hier. Quel laboratoire, s'il vous plaît? Lesquels? Et je vous assure... Monsieur Armand, non, mais c'est à vous que je demande de ne pas jouer à ce jeu. Quel laboratoire? Parce que moi, de mémoire, vous connaissez le département, vous voyez l'agence, le siège de l'agence universitaire de la francophonie. Évidemment. Vous avez un département histoire, anthropologie, sociologie. Puis quand vous allez au bout, vous avez le laboratoire de biochimie qui était à l'époque géré par le professeur Aubin. Allez-y et faites un tour, vous verrez ce que c'est. Allez faire un tour, vous verrez ce que c'est. Je pense qu'il faut rester il faut partir de cette image fantasmagorique, ce raisonnement fantasmagorique
dire l'université camerounaise, elle est nulle, n'a pas de laboratoire. Et vous ne vous étonnez pas du fait que, aujourd'hui, des corps de métier comme celui de la médecine, qu'on se trouve à avoir parmi les meilleurs médecins au monde, formés au Cameroun. À vous dire qu'ils sont formés dans des espaces où il n'y a pas de laboratoire. Alors, et aujourd'hui, monsieur Amankol, monsieur Amankol, alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas étonné de ce que, quels que soient les domaines dans lesquels vous ferez un sondage, vous avez des produits camerounais, des universités camerounaises qui sont parmi les meilleurs. Alors, cela est fait dans des espaces qui ne respectent aucune norme. Ça veut dire que les différents instituts de sondage qui classent les universités africaines et mondiales détestent tellement le Cameroun au point où jamais une université camerounaise n'est dans le top 50 ou le top 100 des universités seulement africaines. Et ça vous satisfait là-bas au ministère? Je vous dis une chose simple, monsieur Amankol. Quand vous voyez un sondage ou un ranking, posez-vous toujours la question, quels sont les critères? L'un des critères essentiels, c'est la visibilité. C'est tout, c'est la visibilité. Hier encore, je ne créais aucun secret. Nous avons reçu du conseiller technique de la recherche scientifique de l'ambassade de France au ministère de l'enseignement supérieur, a produit un rapport. Est-ce que vous savez, et je peux l'envoyer par WhatsApp, est-ce que vous savez, je peux l'envoyer par WhatsApp, si vous le permettez, je vous l'envoie maintenant. Non, je n'ai pas le temps de lire. Ah, peut-être parce que vous ne voulez pas avoir plus une information de plus. Je l'aurai à la fin de l'émission. C'est dommage. Le Cameroun, les enseignants du supérieur au Cameroun sont les premiers producteurs scientifiques en Afrique francophone. C'est dans quel classement? Camerounais. Mais oui, je vous l'envoie. Je peux vous l'envoyer. Non, je vous ai vu en cliché. Vous me parlez des classements africains. Je vous réponds. On ne retrouve aucune université camerounaise. Je vous réponds simplement en vous disant que l'un des critères essentiels dans ces classements, c'est la visibilité. Donc, qu'on ait cet Internet qui soit... la visibilité mais si, allons-y. Ok, d'accord. Peut-être parce qu'on a des sites internet dans les universités qui ne sont pas suffisamment visités. Non, il y en a même pas. Qui ne sont pas suffisamment. Non, il n'y a pas internet dans les universités. Toutes les universités ont un site, monsieur Amankol. Même avec toi? Oui. Vous parlez du site. Mais oui. Ou de la disponibilité de internet dans nos universités. Je parle bien des sites. Et donc qui fonctionnent avec internet. D'accord? Parce que si le critère de ranking, c'est la qualité des produits, nous sommes tout à fait d'accord que une université de certains pays voisins comme ne serait pas premier, ne serait pas devant le Cameroun. Ne serait pas jaloux, hein? Ah non, ce n'est aucune jalousie, monsieur Amankol, aucune jalousie. Une fois de plus, je vous dis que si les critères sont ceux de la production scientifique des enseignants, des conventions ou de coopération à travers le monde, de l'existence des centres de recherche ou la connexion des centres de recherche des universités camerounaises avec les centres de recherche les meilleurs au monde, de la production, de la mise sur le marché des produits de bonne qualité, eh bien les universités camerounaises n'ont rien envie aux universités africaines. Alors, cette base-là, rien envie. Pour ça, Joël Narcisse Meyolo, vous seriez aussi exubérant au sujet mais où est l'exubérance? Des moyens mis à la disposition des enseignements du supérieur et de leurs conditions de travail. Vous serez aussi optimiste. Vous direz que les enseignants du Cameroun, les enseignements du supérieur au Cameroun sont tellement bien qu'ils ne doivent même pas ouvrir le caquet, c'est ça? Ah non, tout le monde aimerait que, même si on donne un salaire de 10 milliards, si vous êtes habitué au salaire de 10 milliards, vous en voudrez qu'on vous ajoute 1 milliard de plus. Vous voudrez certainement qu'on ajoute 1 milliard de plus. Avant d'atteindre le milliard. Alors, moi, quand j'étais recruté assistant, je suis rentré très fièrement avec mon bulletin de solde. Je l'ai présenté à un de mes parents, qui était enseignant de lycée, et qui m'a dit mon salaire d'assistant. Je dis, mais mon salaire d'assistant, c'était à peu près son salaire après, on va dire, 15 ans. Normal. C'est pour dire qu'en réalité,
si on se met dans le contexte général au Cameroun, je dis encore une fois de plus, je suis soumis au respect de la discipline que je pratique. Et donc, celle qui veut que j'interroge le contexte. Si on se met dans le contexte général au Cameroun, les salaires du supérieur sont bien au-dessus de beaucoup de salaires. Dans ce cas, regardez la caméra en face de vous et dites aux enseignants qui se plaignent des conditions de travail. Non, je suis en train de... Arrêtez, vous êtes des antipatriotes. Monsieur Amankol, vous avez posé une question, je réponds à votre question. Maintenant, mais je parle du salaire. Je suis dans le contexte général, les salaires sont au-dessus de ceux des autres corps. Normal, nous mettons plus de temps à aller à l'école. Maintenant, il y a nécessairement un effort à faire dans les conditions de travail. Et c'est de ça que je parlais. Ah non, vous avez parlé de salaire. Non, je parlais des salaires et des conditions de travail. Je réponds à votre travail, je réponds à votre question. Et donc, il y a certainement un effort à faire là-dessus. D'accord, il y a un effort à faire. Ceux qui pour que chaque enseignant... c'est des antipatriotes? Non, j'en viens, M. Amankol. Pour que chaque enseignant, peut-être un bureau, et ça sont des efforts qui doivent être faits au niveau des universités. Maintenant, s'agissant de la prime de recherche, et je sais, ça fait débat, il y a des esprits très peu éclairés, il y a une gestation d'un débrayage à venir, hein, maintenant, un débrayage à venir sera sur la base de quoi? C'est pas payé? Il y a quelque chose qui n'est pas payé? Est-ce qu'il y a une dette au niveau de ces paiements? Il faut arrêter avec les sbroufs. Vous parlez de vos collègues, hein? Mais oui, il faut arrêter avec les sbroufs. Il faut arrêter avec les sbroufs. Pourquoi? Vous irez à l'université demain. Je dis, il peut arrêter avec les sbroufs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la prime pour la modernisation de la recherche universitaire a été créée en 2009. Et je mets au défi. Donc, vous pouvez inviter cet enseignant demain ou après-demain. Je mets au défi qu'un enseignant vienne nous dire ici que depuis 2009, il y a un CAIRE. Je mets au défi, donc je regarde là, je mets au défi. Qu'on vienne me dire qu'en 2010, on n'a pas payé, en 2021, on n'a pas payé, ça n'existe pas. Maintenant, M. Amankol, la prime coûte à l'État, chaque trimestre, 5 milliards de francs CFA. 5 milliards. Et elle est payée trimestriellement. Alors, vous avez des collègues, au 31 décembre, vous disent, on veut la prime demain, le 1er janvier. Parce que le trimestre finit le 31 décembre, le 1er janvier qui est un jour férié. Et le 3 décembre, ils bombardent un communiqué. Vraiment, si la prime du 4e trimestre n'est pas payée, elle devait être payée le 31 décembre, donc pendant le 4e trimestre. Si elle n'est pas payée, nous appelons à une grève dans les universités. Mais soyez un peu sérieux. C'est ça, soyez un peu sérieux. Alors, c'est ça le problème aujourd'hui. Alors, il y a un second problème. Oui. Encore problème. C'est ça l'incompréhension qu'il y a sur la prime du 4e trimestre. Maintenant, l'autre incompréhension, c'est la dette académique. C'est ça. C'est la dette académique. Qui date d'ailleurs. Mais oui, c'est la dette. C'est pour ça que c'est une dette. C'est pour ça que c'est une dette, justement. La dette est toujours antérieure au moment où on la paye. Nous sommes d'accord là-dessus. Le principe est simple. La dette est antérieure au moment où on la paye. Donc, si vous avez pris... Pour ça, gouverner, c'est prévoir. Monsieur Amankol, c'est pour ça qu'on est en train de payer. Si vous avez pris une dette à midi, si je vous ai emprunté de l'argent à midi, vous la montrez ça soit à midi 1 seconde, midi 2 secondes. Donc, c'est toujours antérieur au moment du paiement. Laissez-moi vous poser cette question quand même, s'il vous plaît. Mais finalement, vous ne voulez pas de réponse? Laissez-moi vous poser cette question, vous allez continuer. Oui. Est-ce que quand vous voyez les barèmes qui sont accordés aux enseignants avec la mention prime de recherche, vous vous dites vraiment que c'est suffisant, c'est assez pour faire la recherche? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les montants sont tellement faibles que les enseignants la prennent, cette prime, et la considèrent comme une sorte de dépannage? Vous connaissez les montants? Je les connais, bien sûr. Je peux les avoir? Oui, je crois savoir que les chargés de cours ont une prime qui est aussi autour de 800 000 à 1 million. Dites-moi si je me trompe. Les maîtres de conférences doivent l'avoir à 1,5 million et les professeurs titulaires peut-être à 2 millions. Alors, si mes sources sont bonnes. Alors, vous savez,
La recherche coûte cher, partout dans le monde, et coûte cher. L'enseignement supérieur coûte cher dans le monde. Maintenant, il faut que l'enseignement supérieur soit productif. OK? C'est pour cela que dans la nouvelle loi d'orientation, promulguée le 25 juin 2023, parce qu'on fait tous le constat que l'État ne continuera plus à mettre de l'argent dans les universités. La rengaine, en fait. Non, non, c'est pas la rengaine. Oui, nous sommes dans un pays où l'État ne va plus rien faire. Non, non, c'est pas. Monsieur Armand Okol, oui. Vous savez combien coûtent les droits universitaires au Cameroun? C'est 50 000 francs CFA. Vous pensez que la formation d'un étudiant, c'est 50 000 francs par an? Mais vous savez parfaitement est-ce que vous pensez... il y a des facultés où on paye 800 000, 1 million, voire plus. Où? Quelle faculté? Dans des grandes écoles. Les grandes écoles, laquelle? Oui, pour certaines formations. Non, non, aucune. Il y a des masters au Cameroun qui coûtent 800 000, maintenant, vous comprenez que vous entrez dans un autre débat. Je vous dis les droits universitaires. Ça c'est connu. Ce sont à 50 000 francs CFA. Mais il y a des familles qui n'ont pas ces moyens. Vous pensez que ce n'est pas seulement les droits universitaires. On en vient donc. Monsieur Armand Okol, vous comprenez donc que si le parent paye 50 000 francs, en réalité, les droits universitaires sont à peu près à 700 000 francs. Oui, on connaît. Alors maintenant, on connaît. Vous permettez, allez-y. L'État subventionne les universités chaque année. L'État subventionne les universités. C'est pour ça qu'on a pensé, et le président de la République a eu raison, en promulguant la loi le 25 juillet 2023, il institue l'université entreprise. Permettez-moi d'élaborer un peu là-dessus. Allez-y. Vous avez une école comme Polytechnique qui forme des ingénieurs, qui après leur sortie crée des bureaux d'études. Vous avez l'école des travaux publics qui a une double tutelle, ministère des travaux publics, ministère de l'enseignement supérieur, qui forme des ingénieurs. Ces ingénieurs qui créent des entreprises et qui vont soumissionner dans le marché public. Vous avez une faculté de médecine qui forme des médecins. Mais aujourd'hui donné, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi est-ce que Polytechnique, qui forme des ingénieurs qui ouvrent des cabinets, ne peuvent pas ouvrir un cabinet? Pourquoi est-ce qu'une école, une université comme l'université de Tchang, qui a une faculté d'agronomie, ne peut pas créer des champs, des vastes plantations, qui a des départements de semences animales, végétales, ne peut pas se lancer dans la production? Pourquoi est-ce qu'une école comme l'Ensaï, Nengandéré, qui produit la bière, qui produit les yaourts, qui produit les jambons, qui fait dans l'agroalimentaire, pourquoi elle ne se lancerait pas? Et donc c'est une révolution copernicienne. C'est dire que dans quelques années, le débat sur la prime ne se posera même plus. Au Cameroun, tout est à venir. Hein? Parce que c'est déjà fait. Rien n'est fait maintenant. Monsieur, c'est parce que c'est déjà fait. On se projette toujours. Maintenant, dans les universités, les universités ont le droit désormais de créer des entreprises. Et il n'y a pas une meilleure expertise que dans les entreprises. Donc les universités doivent gagner de l'argent. Parce que je dois le dire, le Cameroun est le rare pays au monde où l'université est entièrement prise en charge par l'État. Il faut bien que les choses évoluent. Et l'évolution qu'on a trouvée, ou bien, si vous voulez, le facteur ou le vecteur qui va apporter cette évolution, c'est le statut qui est reconnu aux universités aujourd'hui, celui d'université entreprise, et aux étudiants, celui d'étudiant, le statut d'étudiant entrepreneur. Donc, la demande de ceux qui souhaitent qu'il y ait les états généraux de l'enseignement supérieur est une demande sans objet, inopportune, inefficace. Non, mais pourquoi est-ce qu'elle serait inopportune, inefficace? Mais sauf que, il faut bien comprendre que, et certainement je peux t'embrayer sur l'une de vos questions relativement à l'absence des conseils des ministres. Le système universitaire camerounais a mis un ensemble d'instances qui siègent chaque année, qui regroupent les recteurs, les doyens autour du ministre en charge de l'enseignement supérieur et qui abordent donc les problématiques de l'université. Alors, est-ce que cela aurait
une plus grosse, est-ce que cela serait plus efficace si on l'appelle assise de l'enseignement supérieur? Je ne pense pas. Chaque année, ces instances se tiennent. Et c'est pour ça que vous pouvez donc vous-même observer qu'il y a des mutations dans l'enseignement supérieur. Alors, professeur, soyons quelque peu pratiques. Oui. Vous connaissez l'université mieux que moi. Alors, j'ai fait une petite étude, parce que vous devinez bien que j'ai préparé cette émission. Oui. En première année, on a subdivisé, du moins pour les universités de Yaoundé 1 et Yaoundé 2, oui, en groupes. Vous avez pour chaque groupe, en début d'année académique, environ 2000 étudiants dans un groupe. Vous avez les statistiques de cette année? Au second trimestre, professeur, s'il vous plaît, c'est l'élément qui va suivre qui est important. Oui. Vous avez la moitié de ces étudiants qui a disparu au second trimestre. Et entre ceux qui entrent en première année et ceux qu'on va retrouver en deuxième année, généralement, il reste seulement le tiers. Oui. Ils vont où, les autres? Alors, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que vous avez beaucoup d'étudiants qui arrivent, qui font 3 choix. C'est ça le principe. Quand on arrive à l'université, on fait 3 choix. OK? Et donc, vous avez beaucoup d'enfants en attente de la publication des listes, décident, il se dit obligatoirement, au regard de mes résultats, je serai en histoire. Moi-même qui vous parle, j'en ai fait là. Je ne venais pas à l'université pour faire histoire. Je venais à l'université pour faire philosophie, parce que j'ai 14 au baccalauréat en philosophie. Donc j'étais convaincu d'être inscrit. Vous étiez intelligent? Oui, j'étais convaincu d'être inscrit, de prendre une inscription en philosophie. OK? Alors, quand les listes sont rendues publiques, beaucoup changer, c'est un bien fort mot, changent de filière. Maintenant, vous avez un autre phénomène, c'est que les résultats, les résultats d'admission dans les concours sont généralement rendus publics à la mi-octobre. Vous voulez qu'on parle de ces concours? À la mi-octobre. Non, à la mi-octobre. Je dis à la mi-octobre. À la mi-octobre. Quand je parle des concours, vous avez ceux qui sont organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous avez ceux qui sont organisés par le ministère de la Fonction publique. OK? Vous avez ceux qui sont organisés par d'autres structures. Et donc, généralement, tous ces concours, ou si vous voulez, ces admissions sont là entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Vous avez beaucoup de candidats qui partent. Vous avez aussi un taux de déperdition qui est là, qui est une réalité. C'est qu'un étudiant arrive à l'université et vous dit, c'est pas mon chemin. Je vous raconte une anecdote, si vous permettez. Quand nous sommes arrivés à l'université, j'avais un camarade de classe qu'on appelait Ella. Et au bout du premier semestre, il nous dit vraiment, ça c'est pas ma place. Il va s'installer chez lui à Ngulmokon. Et puis nous sommes en 3e année, vous imaginez, nous sommes en 3e année de licence. On allait pour une excursion au sud Cameroun. Et puis il nous dit qu'il est à Ngulmokon, on s'arrête. On vient, on est universitaire, on veut démontrer qu'il a eu tort d'arrêter ses études. Et quand on rentre, après nous avoir reçus là au village, quand on rentre, il donne à chacun un régime de plantain. Il a fait une reconversion. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui, du fait de ces 3 phénomènes-là, on peut donc observer que il y a un taux maintenant qui n'est pas aussi élevé que vous le pensez. Je ne pense pas qu'il s'agit... Maintenant, je voudrais qu'on sorte de ce sujet. Qu'est-ce qu'on fera au Cameroun de ces dizaines, voire ces centaines de diplômés butés qui sont encore dans les maisons familiales, qui ont une licence en droit, en lettres modernes françaises, en sciences de je ne sais pas quoi. On va faire quoi d'eux? On les vend quelque part à un autre pays qui a peut-être besoin de la population. Ben, écoutez, parce qu'ici, vraisemblablement, ils deviennent des charges. Alors, soyez un peu sérieux. On ne vendra personne. D'accord.
l'esclavage a été aboli. D'accord. Il y a plusieurs siècles, on ne vendra personne. Mais en réalité, il faut faire une étude. Je ne dirais pas du cas par cas. Il ne faut pas globaliser. D'accord? Je vous ai dit, l'un des problèmes que nous avons, ce sont nos schèmes mentaux. Ça, je lui dis, ce sont nos schèmes mentaux. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un et je lui pose la question. Il me dit, bon, grand frère, vraiment, vous qui êtes là, est-ce que vous pouvez me trouver quelque chose à faire? Vraiment, même si il faut venir balayer au ministère, je lui demande, vous avez, quel est votre niveau d'études? Il me dit, il a une licence en sciences économiques. Je lui demande de venir dans mon bureau. Et dans le cadre de mon centre, je lui demande de faire un petit travail. Et puis le gars, il le fait excellemment. Je lui dis, est-ce que vous n'avez jamais pensé à proposer vos travaux à un cabinet? Il me dit, non, le salaire va être combien? Est-ce que... Alors vous comprenez qu'en réalité, nous avons beaucoup de jeunes qui ont des compétences avérées. Mais qui ne rêvent pas. Mais qui ne rêvent pas pour l'essentiel. Qui ont des compétences avérées. C'est bien qu'on est professeur titulaire, directeur d'administration centrale, de dire que les autres ne rêvent pas, c'est facile. Qui peuvent faire des choses. Monsieur Amankol, je suis très sérieux. Moi aussi. Ah non, là, je suis très sérieux. Donc, nous avons des enfants qui ont des compétences. Mais qui ont juste besoin qu'on leur dise, écoutez, vous avez des compétences, il faut avoir foi en vos compétences que vous avez eues. Et vous pourrez vous insérer dans un environnement. Je voudrais qu'on sorte de l'environnement de l'université. Professeur, c'est bien finalement de travailler dans les services centraux, d'être au ministère de l'enseignement supérieur, parce qu'on connaît forcément les créneaux. Et donc, pour changer de grade et être à 45 ans professeur titulaire, il suffit de passer de son bureau à un autre. C'est votre cas, non? Je vous vois venir. Monsieur Amankol, en 2008, novembre 2008, j'étais attaché d'enseignement et de recherche. Je n'étais pas au ministère de l'enseignement supérieur. En novembre 2011, j'étais assistant, je n'étais pas au ministère de l'enseignement supérieur. En novembre 2014, je chargé de cours, je n'étais pas au ministère de l'enseignement supérieur. Vous comprenez ça? Les livres que j'ai publiés, je n'étais pas au ministère de l'enseignement supérieur. Ok? Je puis même vous dire qu'en 2018, j'ai déposé mon dossier pour être maître de conférence. J'étais au ministère, proche collaborateur du ministère d'État, mais on estimait que les productions que j'avais n'étaient pas suffisantes. J'ai été recalé en 2018. Donc j'aurais été maître de conférence en 2018. Je suis revenu en 2019. Et parce qu'on avait estimé que les travaux que j'avais produits n'étaient pas suffisants, j'ai ajouté un ouvrage. C'est pour dire que la proximité géographique avec le ministre ou le directeur de l'enseignement supérieur ne garantit rien. Parce que qui ne procèdent pas au changement de grade, c'est eux qui ne veulent pas, c'est eux qui n'ont pas suffisamment produit, ou ils ne sont pas dans le bon créneau. Non, monsieur Amon, quand il ne s'agit pas d'être dans un créneau, pour passer maître de conférence, c'est clair. On vous dit qu'il faut minimum 6 productions, donc 2 à l'international. Il faut avoir encadré au moins 6 étudiants de master. Soyez le secrétaire particulier du ministre de l'enseignement supérieur. Soyez l'enseignant qui n'a occupé aucun poste dans sa vie, assis dans un département. Si vous n'avez pas ce minimum, votre dossier ne sera pas reçu au département. Parce qu'en réalité, l'évaluation commence au département, c'est avec vos pairs. Si vos pairs estiment au département que votre dossier ne peut pas continuer son cheminement vers le conseil, parce que la seconde étape, c'est le conseil des facultés, soyez tout ce que vous voulez, soyez celui qui dort dans la chambre juste après celle du ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur. Au département, vous ne passerez pas. Parce qu'il faut savoir une chose, M. Amankol. L'enseignement supérieur, c'est de particulier, c'est qu'on se connaît tous. Pour aller équivalent à ceux qui bavardent là, on se connaît tous. Quand on s'assoit, quand on laisse des places vides, vous arrivez au département, vous connaissez votre place. Vous savez où vous devez vous asseoir. Et vous savez pourquoi est-ce que, vous imaginez pourquoi est-ce que on en arrive là,
c'est parce que chacun sait quelle est la valeur de l'autre. C'est ça l'enseignement supérieur. Alors, professeur, Et donc, si c'était ça, aujourd'hui, si c'était ça le cas, M. Amankol, j'évacue la question. J'évacue la question. Si c'était ça, je ne suis pas sûr que vous serez fier quand vous avez une problématique sur le Parlement de penser en premier à moi. Je ne suis pas sûr. Professeur, vous êtes professeur titulaire maintenant. Après, il y a quoi? Écoutez, en termes de grade, Oui. il n'y a plus rien. Donc Mais je vais vous donner, je vous ai donné combien de ministres d'enseignement supérieur, combien de ministres sont professeurs titulaires des universités. Alors, pour dire que ce n'est pas une garantie, l'administration décode. Il faut savoir décoder un dossier, étudier un dossier, c'est autre chose. Ce sont des fonctions politiques. Elles sont certes politiques, mais il faut avoir toute une ingénierie, toute une ingénierie derrière. Vous savez, quand je suis passé professeur titulaire, j'ai eu la chance de me retrouver en mission à Maroua, à l'université de Maroua. Et dans cette université, le doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines, c'est le professeur Saïbou Issa. C'est mon directeur de thèse. Et quand on a fini les travaux, il m'a appelé, il m'a dit, professeur Meyolo, c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que tout commence en réalité. On n'est plus à la quête d'un grade, mais on est davantage à la quête de la confirmation du grade. C'est ça, c'est ce à quoi je suis concentré aujourd'hui. Très bien. Je m'investis aujourd'hui. Professeur Joël Narcisse Meyolo, pourquoi au ministère de l'enseignement supérieur, on déteste tant le professeur Abaoyono? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous a fait, le professeur Abaoyono? Détester? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on le détesterait? Parce que c'est là-bas qu'il va s'abreuver de fausses informations au point de porter de graves accusations sur le professeur Abaoyono. Est-ce que vous savez que hier, il a porté femme et enfants pour aller se mettre à genoux devant le professeur Abaoyono? Qui ça? Paul Ngouare Kindji, le directeur de publication de Réalité Plus, vous le savez? Non. Mais vous devez le savoir, il était là-bas hier, avec sa femme et avec ses enfants. Ah, le pauvre. Vous savez, mais vous savez parfaitement pourquoi il était. Oui, parce que pourquoi il y était? Le professeur Abaoyono lui a servi une citation directe, oui. Et par peur de représailles, il est allé demander pardon. Et là-bas, il fait savoir que c'est vous son informateur. Moi, son informateur? Oui, c'est ce qu'il a Alors, dit. je suis très amusé parce que je suis à la 10e version. Parce que moi, je l'ai eu au téléphone. Vous professeur Abaoyono, non, le fameux directeur de publication? Je n'appellerai pas le professeur Abaoyono parce que pour peu qu'il ait de... je n'ai pas envie d'être mal poli, mais à sa place, j'aurais dit, chers collègues, qu'est-ce qui se passe? D'accord? C'est la démarche que j'aurais fait. Alors moi, j'ai eu, quand je savais pas qu'il était avec femme et enfant là-bas, je lui ai dit, qu'est-ce que je vois? Il m'a dit, non, c'est une longue histoire, je suis un peu malade. Voilà comme il a. Alors, il a eu peur de vous dire la vérité. Vous savez, il y a des personnes qui dérangent. Je suis conscient que j'en fais partie. Ah, je suis désolé, j'en fais partie. Pourquoi vous dérangez? Mais malheureusement, je suis l'un des rares enseignants d'université de mon âge qui vous dit clairement que mon candidat, c'est le président Paul Biya. C'est pour ça qu'on vous... Et donc, je vous le dis, vous-même, je sais que dans une autre vie, vous êtes militant d'un parti qui a à sa tête un de mes amis, d'accord, bon, qui a à la tête un de mes amis, et donc qui est opposé au nôtre. Je dis clairement, j'affiche mes ambitions. J'affiche mon... J'affiche. Vous n'avez jamais vu le directeur de publication oui, monsieur. Oui, vous le connaissez pas? Monsieur Amankol. Oui. Monsieur Amankol. Je n'entrais pas là-dedans. Vraiment. Vous le connaissez quand même? Je le connais comme je connais Chanon. Il est déjà venu à votre bureau? Non. Je connais comme je connais Chanon, comme je connais Alain Georges, comme je connais... J'étais dans une autre vie. Il y a encore quelques temps, j'étais chef de la cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur, dont les directeurs de publication, les rédacteurs en chef, les promoteurs des médias. J'en connais tellement. Et donc, je dis, une fois de plus, que je soutiens le chef de l'État. C'est un collègue
trouve cela irréfléchi. Et donc, ça dérange. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Des aigris et autres. C'est un tantinet méprisant, ça, hein, à l'adresse des collègues. Ah non, mais écoutez, si vous en voulez à quelqu'un parce qu'il vous dit clairement qu'il soutient le chef de l'État, qu'est-ce que vous voulez? Quelle réponse attendez-vous? Soutient aussi le chef de l'État. Écoutez, peut-être pas avec la même exubérance que vous. Écoutez, il ne s'agit pas d'exubérance. Pourquoi vous détesterez alors que vous avez le même soutien? Il ne s'agit pas d'exubérance, M. Amokol. Non, pas d'exubérance. Mais de la conviction que l'on a que un individu, un candidat, le président de la République, peut, à mes faveurs. D'accord? Et alors maintenant, si cela fait perdre du sommeil à des collègues qui estiment que mon âge, ma position, mon aura aurait pu être mieux utilisé ailleurs, ben je suis désolé. Alors, et donc ce genre de petits montages, je suis habitué, ça fait 11 ans que je suis à un certain niveau et j'ai appris à regarder, avec mépris les manigances puériles. Très bien. Quelle conviction on peut avoir pour un homme qui a conduit le Cameroun à l'abîme? J'en veux pour preuve. Ah, ça c'est votre point de vue. L'état des routes, il l'a dit dans son discours. Avant lui, le délégué général à la Sûreté nationale l'a dit. Pour parler seulement des biens sociaux, routes, eau, électricité, accident de la circulation, panier de la ménagère, tout ce qui va avec. Inondation, la conviction, on peut continuer. Inondation, les pluies, la sécheresse, on peut continuer. Monsieur Amokol, alors, je vais vous dire une chose simple. C'est-à-dire que si vous refusez un président de la République de faire un constat circonstanciel et de dire, d'interpeller, de dire que je fais un constat, j'ai le retour du peuple qui indique clairement qu'il y a un secteur particulier dans lequel il faudrait faire des efforts. Si vous estimez que le dire par un chef d'État, c'est un aveu d'échec, je peux questionner votre capacité à comprendre le discours politique. Mais je ne vais pas le faire. Mais je ne vais pas le faire. Et donc je dis, vous savez, dans un discours de Marigon Bouamasé, vous savez qui c'est? Premier président de l'Assemblée nationale du Cameroun, voilà. Du même département que moi. Bravo. L'Académie. Dans un discours... Ce n'est pas une histoire que de le savoir. Ben, oui, vous comprendrez par la suite. Comprenez pourquoi je vous dis bravo. Dans un discours prononcé le 16 juillet 1966, il disait exactement ceci. Et vous verrez que l'histoire là de se répéter. Une opinion, fut-elle minoritaire au Cameroun oriental, nous a habitués à un discours selon lequel ce qui est fait par le gouvernement est mal fait et ce qui n'est pas fait aurait dû être fait. Je vous réponds à la question que je vous donne. Parce que si on se met dans une espèce de monde Alice au pays des merveilles, où tout va bien, tout est sérieux, tout est beau, mais vous serez les premiers à dire que pourquoi tout est beau? Posez la question pourquoi tout est beau. Maintenant, on fait le constat, vous dites l'État ne fait absolument rien, c'est l'abîme, il n'y a rien du tout. Mais je tiens à dire que si nous sommes là à discuter justement d'un pays qui a l'abîme, selon vos propos, et que vous rentrez ce soir chez vous tranquillement, consommer un verre de vin avant de dormir, c'est pas une avancée? Professeur Jonas Melo, vous connaissez un pays qui a autant de poubelles que le Cameroun? Vous en connaissez? Est-ce que le reflet que renvoie l'image des poubelles de la ville n'est pas justement un pays poubelle? Alors une fois de plus, l'exagération et l'extrapolation, pour moi, sont des signes d'une mutation. C'est-à-dire que... Je suis un menteur, en fait. Non, les signes d'une mutation entre le journaliste et le militant, chez vous. Si c'est le journaliste... Alors, je suis d'accord, mais je suis d'accord. Je dis donc que,
Et puis, votre opinion ne m'engage pas. D'accord. N'influence pas. Absolument pas. Ce que C'est je pas mon pense. objectif, Alors, c'est que je pense. Et donc, je pense que cette extrapolation, ces exagérations, sont davantage l'expression de la mutation qui s'opère en vous entre le journaliste et le militant. Maintenant, je vais répondre aux militants que vous êtes. Vous faites beaucoup de procès d'intention. Je vais répondre aux militants que vous êtes. Parce que le journaliste, de temps en temps, disparaît. D'accord. Alors, je vais répondre aux militants. Tu l'assumes, hein? Ben oui. Attends, je ne veux pas de l'assumer, c'est un fait. Je ne veux pas que vous l'assumiez ou pas, c'est un fait. Et donc, pour dire aux militants que quand il est reconnu, quand un ministre de la ville vous dit, quand un délégué du gouvernement vous dit, nous faisons le constat qu'il y a des poubelles. Quand un premier ministre lève et dit, il y a des poubelles, il y a un constat des poubelles, et que des efforts sont faits, ce qui vous intéresse, vous, le militant. Et là, maintenant, j'en appelle au professionnalisme du journaliste. C'est quand même se dire, est-ce que entre le moment où le chef du gouvernement fait le constat et aujourd'hui, c'est la même chose? Je vous réponds non, parce qu'il y a des efforts qui sont faits. Et une fois de plus, M. Amankol, je dis encore que nos schèmes mentaux doivent évoluer. Est-ce que vous pouvez permettre aux journalistes de poser des questions? Nos schèmes mentaux. Est-ce que, Ok, d'accord. Vous permettez que je prenne un peu d'eau? Allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous êtes serein lorsque vous demandez au président de la République, au Premier ministre et à des responsables d'établir des constats après qu'un homme cumule 43 ans de pouvoir? Est-ce qu'après 43 ans de pouvoir, on fait un constat où on évalue ce qu'on a fait et où on apporte des résultats pour penser les plaies? Alors, je crois que ça, c'est une question de journaliste, non? Oui, c'est une question de journaliste. Bah oui, d'accord. Encore que. Encore que. Alors, je vais vous répondre simplement. Votre question a sous-entendu. Il y a un génotexte dans votre question. C'est lequel? C'est que est-ce qu'il est normal de faire 43 ans au pouvoir? C'est ça le fond de votre question. Et je vous réponds en vous disant, tant que vous avez le soutien du peuple, vous pouvez même faire 50 ans au pouvoir. Ce n'est pas le nombre d'années au pouvoir. Maintenant, ah non, vous avez élaboré des principes en disant qu'après 43 ans, on ne fait plus de constats. Ça veut dire qu'on ne gouverne plus. Je suis désolé, on ne gouverne plus. Ne gouverne pas. Ça veut dire que, je parle du gouvernement, M. Amankol. C'est un gouvernement qui fonctionne. Ça veut dire qu'on ne gouverne plus. OK? Donc, si on se dit qu'après 43 ans, on constate qu'il y a un secteur qui manifestement commence à attirer l'attention, eh bien, qu'on ait fait 50 ans au pouvoir, qu'on ait fait 10 ans, qu'on ait fait un jour au pouvoir, on a l'obligation, ce gouvernement-là, de faire le constat, de tirer les conclusions et de prendre des décisions qui permettent de résoudre le problème. Si le problème il y a. Alors, professeur Joël Narcisse Meolo, parlons un tout petit peu du fonctionnement de notre Parlement. L'Assemblée nationale s'est réunie, du moins le bureau, et selon nos informations, le président de l'Assemblée nationale a pratiquement décidé de lui-même que le don que nous a fait la Chine porterait le nom de Palais des Verts Paul Biya. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'une fois que le président Biya va quitter le pouvoir, et s'il y a alternance, ce nom va subsister au temps? C'est le sentiment que vous avez? Alors, parmi les plus intelligents de sa génération, disait un jour que la futurologie est une science inexacte. Elle est inexacte. Et parce qu'elle est inexacte, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais si la bonne question, c'est de savoir, est-ce qu'une institution comme l'Assemblée nationale est en droit de baptiser le siège, son siège, au nom du président de la République? Je vous dis oui. Maintenant,
phagocytose du pouvoir législatif, pas l'exécutif. Un autre génotexte de votre question, c'est qu'en réalité, le président de l'Assemblée nationale a pris sur lui de baptiser l'Assemblée nationale les faits, hein, au nom du président de la République. Alors, l'Assemblée nationale a ce qu'on appelle, il y a une instance à l'Assemblée nationale qu'on appelle la conférence des présidents. Alors, elle est constituée des membres du bureau, des présidents des grandes commissions et des groupes parlementaires, et le secrétaire général y assiste ex qualité. C'est cette instance qui a pris une décision, qui est matérialisée, comme le veulent les procédures à l'Assemblée nationale, par un arrêté du président de l'Assemblée nationale qui baptise ce bâtiment. Maintenant, une autre chose, et je sais que vous allez revenir là-dessus, c'est un don. Mais le don appartient à quelqu'un, le don appartient au Cameroun. Et le don, c'est quoi dans un environnement comme le nôtre? Les États ne vivent plus dans leur splendide isolement. Il y a des mécanismes internationaux, il y a des rouages de la coopération internationale. Et donc, un don n'est pas quelque chose de négatif ou de péjoratif. Je pensais que vous diriez qu'un don n'est pas un don. Et cela allait m'amener à vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on paie, parce qu'en réalité, cet édifice. Vous ne m'empêcherez pas d'aller jusqu'au bout de ma réflexion. Vous savez, je suis habitué des plateaux. Vous ne m'empêcherez pas d'aller jusqu'au bout de ma réflexion. Parce qu'en réalité, l'environnement international veut que les États coopèrent entre eux et cette coopération-là ont des fruits. Maintenant, votre question de savoir qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? Non, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on perd là-dedans? Oui. Nos ressources minières, pour l'essentiel. Vous avez vu le contrat? Pourquoi est-ce qu'on est dans ce... Je pense que vous savez l'état de l'exploitation de nos mines. Je demande, et vous savez je demande si vous avez vu un contrat qui établit que l'argent qui est mis à la disposition ou bien pour construire le siège de l'Assemblée nationale va être remboursé par l'exploitation, vous dites sauvage, des mines à l'Est Cameroun. Je pense que vous voulez faire référence à l'Est Cameroun. Je connais votre sensibilité là-dessus. Donc, il n'y a pas de contrat dans ce sens. Nous sommes en plein dans la coopération internationale. Je vous dis qu'il y a les États n'ont pas d'amis, non que les intérêts. Mais forcément, les États n'ont pas d'amis, non que des intérêts. Et donc, il peut aussi arriver que la Chine, qui est dans un contexte, et j'ai fait justement une tribune quand on a mis sur pied la commission camerouno-française de la réécriture de l'histoire du Cameroun pour dire les États dans le monde, parfois les symboles, on dépense pour des symboles. On peut dépenser des centaines de milliards juste pour un symbole. Pour que l'on sache, par exemple, que l'Assemblée nationale du Cameroun est construite par la Chine. C'est un message qu'on envoie au reste du monde. C'est un message de puissance. OK? Ça peut être une volonté de puissance. Ce n'est pas toujours lié à une exploitation minière, une exploitation forestière. Professeur Joël Narcisse Meolo, vous parlez souvent fièrement de vos enfants, même si, heureusement, et c'est pour vous en féliciter, vous ne les exposez pas dans les réseaux sociaux. Et je vous ai passé un coup de fil en début de rentrée scolaire. Je souhaitais vous inviter dans une émission. Vous m'avez dit, j'ai pas assez de temps parce que je prépare la rentrée scolaire de mes enfants. On a des emplettes, on a des courses. Et puis, comme chaque année, je les réunis pour fixer le cap de la rentrée scolaire. Vous confirmez, Lady? Oui, ça arrive tout le temps. Très bien. Alors, professeur, tout à l'heure, vous sembliez dire que la tenue des conseils constitutionnels n'a pas d'importance. Vous, dans la petite cellule familiale, oui, vous estimez qu'en début d'année, oui, en fin d'année, vous devez réunir les acteurs de cette souche familiale, oui, et vous estimez quand même que celui qui préside le destin de la République peut se permettre 6 ans sans oui, tenir un conseil ministériel et ne pas penser que le Cameroun est comme ce train qui finalement n'a pas... Il va à volo.
C'est ça? Alors, écoutez, chez moi, il n'y a pas un Premier ministre. Il n'y a pas de ministre. Votre épouse... Écoutez, chez moi, il n'y a pas un Premier ministre. On n'est pas dans l'assimilation. Chez moi, il n'y a pas de Premier ministre. Il n'y a pas de ministre. Il y a un père biologique et ses enfants. OK? Alors, le fonctionnement du Cameroun veut que le Premier ministre, chef du gouvernement, réunit chaque mois tous les membres du gouvernement autour de lui. Je dis bien tous les membres du gouvernement. Ça, c'est quand ils sont tous. Tous les membres n'a pas été élu. Hein. Je dis. C'est le président de la République que les Camerounais ont élu. Ils n'ont jamais élu. Mais je pose une question. Je pose une question très simple, M. Amonkol. Soit on estime donc que le président qui a été élu va donc être le Premier ministre, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre de la Défense, ministre de la Communication. Ok, bon, donnez-le le don d'ubiquité et qu'il le fasse et on n'en parle plus. Qui peut le plus? Ok. Ah d'accord, il peut être partout. Ben, il peut donc être journaliste aussi. Ensuite, il peut être étourdi et être ici présent. Paul Biya, vous êtes là? Ah d'accord, il n'est pas là. C'est pour dire que personne physique, il est quelque part. Et donc, il a un Premier ministre, chef du gouvernement, qui réunit les membres du gouvernement tous les mois. Ça, c'est quand il les réunit tous. Mais qui a la latitude de convoquer les membres du gouvernement, parfois 2, 3, 4, quand il y a une problématique précise, et qui rencontre le chef de l'État tous les vendredis. Peut-être que le système BIA peut s'être multiplié ailleurs. Et donc, vous voyez cette fascination que nous avons à copier ce qui vient de l'extérieur, en se disant ce qui est fait ailleurs est meilleur. Mais je vous pose une question simple. Qu'est-ce que l'absence des conseils des ministres, des conseils des ministres physiques, comme vous le voulez, empêche le fonctionnement du Cameroun? Comme vous me posez la question, oui. Alors que c'est moi qui pose la question. Ah oui, je peux jouer la journaliste. Oui. Finalement, vous venez de me dire que les Camerounais ont élu un président de la République. À qui on rencontre, s'il vous plaît, à qui on rencontre, non, mais il faut que, non, il faut que votre réponse soit complète. Je vous interroge. Oui. Professeur Joël Narcisse Meolo, les Camerounais ont-ils donc élu un président de la République qui passe son temps entre Vomeka, le palais de l'unité et ses nombreux voyages à l'étranger, et qui ne voit jamais, quand il y a des inondations, quand il y a des accidents de la circulation, quand il y a les éboulements à la falaise de Tchang, lorsque les Camerounais souffrent dans leur chair, mais le président que les Camerounais ont élu, il le voit où et quand? Alors, vous savez, en 2017, j'ai lu, 2017, avant l'élection du présidentiel 2010, j'ai lu un rapport américain et qui parlait du système BIA. Que ce système peut encore durer 30 ans, 40 ans au Cameroun. C'est quoi le système BIA en réalité? Le système bunker. C'est quoi le système BIA? Avant qu'il doit être utilisé dans les équipes, doit être étudié dans les écoles. Ailleurs, on le fait. C'est un système qui fait qu'un individu, le patron est là, il délègue ses pouvoirs, certains de ses pouvoirs, à des individus qui actent, qui mettent en œuvre sa politique. Et ça fonctionne. Alors que dans tous ses discours, il estime que les ministres ne font pas le job. C'est un système. C'est contradictoire quand même. C'est un système, malheureusement ou heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est un système qui vous bat depuis 43 ans. Et vous venez de faire, vous venez vous-même d'évoquer le fait qu'il fait des constats de ce que ça ne marche pas. C'est un système, M. Amonkol, c'est un système qui vous domine depuis 43 ans. Peut-être que... Il est très fort, oui, il est très fort. Qu'est-ce que vous voulez? Vous dites ce soir, vous voulez écouter, vous plaignez, alors qu'un homme vous domine tous les jours. Non, je m'adresse aux militants que vous êtes. Je m'adresse aux militants que vous êtes et je vous dis... C'est une pirouette. Non, je m'adresse aux militants que vous êtes et je vous dis que... Donc Paul Biya est aussi il n'est pas, comme il a dit... Les Camerounais vous suivent. Comme il a dit au président Macron et comme il a dit quelques années avant lui au président Hollande, n'est pas président, ne dit pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Donc, il y a des mécanismes, il y a des mécanismes
au Cameroun qui permet la dévolution du pouvoir. Très bien. Bon, alors donc, vous, allez aux professeur, s'il vous plaît, élections, battez le candidat Biya et peut-être que votre candidat, mon ami Cabral Libi, deviendra président de la République. Alors, professeur Joël Narcisse Meyolo, est-ce que vous percevez également cet appel adressé au président de la République de remanier ce gouvernement qui vraisemblablement et selon ses propres dires a lamentablement échoué? Écoutez, sauf si on n'a pas écouté, sauf si on n'a pas suivi le même discours le 31 décembre. Je ne suis pas professeur, normal que oui, je suive peut-être qu'on n'a pas suivi le même discours. Vous savez, dans les Saintes Écritures, pour ceux qui les lisent comme un livre d'histoire comme moi, nous sommes attentifs à certaines choses. Et donc Jésus, devant les grands prêtres, a dit, vous l'avez dit. Maintenant, si vous estimez que vous lisez à l'envers, vous écoutez à l'envers, je ne vais pas être contre vous. C'est votre droit d'affirmer votre capacité de lecture ou votre niveau de lecture, de compréhension des discours politiques. Et donc je dis, je n'ai pas, par exemple, entendu le président de la République dire que le ministère de la Défense a des problèmes, que le ministère de la Santé a des problèmes, que le ministère des Forêts a des problèmes, que le ministère de l'Éducation de base a des problèmes, que le Minéduc a des problèmes. Alors, le président de la République a parlé de quelques secteurs qui vont mal. Et donc, oui, qui vont mal. Tous les mal. autres vont bien. Je alors, dis, s'il vous plaît. Non, vous avez pris. Ça ne peut pas marcher avec moi. Et je voudrais que vous ça ne peut pas marcher comme ça avec moi. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous avez voulu faire le lien entre le discours du président du 31 décembre et l'état d'abîme total. Et je vous dis que le 31 décembre, le président de la République n'a pas fait un constat d'abîme total. Le président de la République a tiré à son alarme sur quelques secteurs pour lesquels il a donné des instructions. Alors, pour ça, il nous reste 4 minutes pour cette partie. Après, vous allez vous prononcer sur les visages. S'il vous plaît, pour chaque question, répondez en 4 minutes. Si je suis pas coupé, non, s'il vous plaît, vous allez devoir le faire, sinon on va sauter d'autres questions. Professeur, ces 2 dernières semaines, quand vous traversez le boulevard du 20 mai pour aller dans votre ministère où il y a des rats à chaque mètre, j'en ai fait la meilleure expérience. J'ai eu 3 rats qui me sont montés sur les épaules parce que je suis arrivé là-bas à 19h. Mais ça, c'est même pas la question. Ce sont des rats particuliers alors qu'ils n'ont pas peur des êtres humains, qui poursuivent les êtres humains. Non, vous n'allez pas faire vous n'avez pas eu des rats sur le corps. Vous n'avez pas eu. Je déconseille à quiconque d'aller au ministère, non, mais à la tombée de la nuit. Vous n'avez eu aucun rat sur vous. Aucun. Alors vous avez fait un exercice. Je ne peux plus sérieux. Vous m'avez fait un exemple. Vous m'avez soumis un exercice. Levez la main droite et dites que vous avez eu des rats sur le corps. Je le jure. J'ai eu des rats sur le corps, sur l'épaule. Sur l'épaule. Ah d'accord. Professeur, on en a rigolé dans un autre contexte. Ah non, je n'avais pas suivi celle-là. Il y a des personnes qui nous suivent ce soir qui travaillent à l'immeuble ministériel numéro 2. Ils sont soit du ministre du développement urbain et de l'habitat, le ministre de l'urbanisme, le MINCAV, MINESUP, ministère de l'environnement, ministère des forêts, ainsi de suite. Il y a un effort à faire à ce niveau. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a un effort à faire à ce niveau. Sincèrement, comment on fait oui. pour rester après 18 heures au ministère? Dans les couloirs, vous rencontrez au bas mot sur 20 mètres, vous rencontrez au moins 30 rats ou souris, je ne sais pas trop. Comment on vit? Comment on travaille dans un tel environnement? Comment? Écoutez, il y a plusieurs sessions de dératisation par an au ministère de l'Enseignement supérieur. Rien changé. Enfin, à cet immeuble ministériel, non, aussi, ça change. Ça change. Vous savez, vous avez un immeuble qui a 18 étages. Avec vous avez une fois de plus, et ça sont encore les chaînes manteaux. Et moi, et le ministre d'État a été clair pour les étages occupés par son ministère, il faut un peu d'hygiène, vous comprenez? Parce que vous avez malheureusement des individus qui achètent la nourriture, qui mangent et qui abandonnent les plats dans les couloirs. Malheureusement, non, si les rats sont là... C'est le cliché du Cameroun, ça. Ah non, c'est pas le cliché du Cameroun. Et je dis une fois de plus, c'est là-dedans que ça se passe. C'est là-dedans que ça se passe. Que même dans le bureau du ministre, les souris viennent souvent. C'est là-dedans que ça se passe. Parce que si les souris sont là, c'est parce qu'elles ont à manger. Et si elles ont à manger,
C'est parce que les gens abandonnent des restes de nourriture. C'était pas la question. Professeur, Alors, ces 2 dernières semaines, quand vous allez à votre ministère de souris, mais ce n'est pas une insulte. Bon, vous savez maintenant... parfaitement que c'est vrai. Professeur, s'il vous plaît, ne perdons pas de temps là-dessus. Ah non, j'ai répondu et moi savons que c'est vrai. Et que vous voyez oui. des centaines, voire 1 millier ou 2, Oui. alignés, d'aucuns depuis 5 heures du matin pour acheter un sac de riz à 15 000. Si vous êtes dans le véhicule avec vos enfants pendant que vous partez, vous allez détourner leur regard pour qu'ils ne voient pas Pourquoi? la souffrance des Camerounais. Pourquoi je détournerais leur regard? Pour qu'ils ne voient pas ça. Parce Pourquoi que je détournerais leur regard? ils mangent 3 fois par jour, ils ont le goûter et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous en savez? Avoir votre mise. Qu'est-ce que vous en savez? Alors, voyez-vous, cette bouteille, là, quand je la pose là, on peut faire toute forme d'analyse de la bouteille. Ok? Toute forme d'analyse de cette bouteille. Et je vous dis, la formule à moitié plein ou à moitié. Il est possible que je dise à mes enfants qu'au regard de la récession internationale, le gouvernement a mis à disposition des couches défavorisées a créé une opportunité aux couches défavorisées pour que le sac de riz qui coûte 25 000 soit vendu à 15 000 francs. Et que ces couches défavorisées viennent acheter du riz. Il est possible que je dise à mes enfants que ce que nous voyons là est la preuve qu'aujourd'hui, il est peut-être venu le moment, et l'imposition nous l'impose, que des denrées de première nécessité, comme le riz, soient produits suffisamment au Cameroun. Maintenant, je suis d'accord, je suis convaincu que le regard de celui qui va voir le verre à moitié vide va vous dire que c'est l'échec du gouvernement, et c'est votre position, et c'est le sens de votre question, c'est l'échec du gouvernement qu'on ait des gens qui viennent acheter le riz à 4 h du matin. Mais je vous dis qu'on ne vend pas que du riz là-bas. Moi, j'ai fait un tour hier. On ne vend pas que du riz. On vend de la viande, on vend de l'eau, on vend de l'huile. Ceux qui à des prix, à des prix, ils vont prendre le transport pour venir au boulevard. Maintenant, vous, je n'ai pas utilisé une expression que tout le monde peut comprendre, vous décalez, vous déplacez le débat. Le débat sur le boulevard, je réponds à vos débats sur le boulevard. En réalité, ça dépend de la perception que l'on a et du résultat qu'on veut avoir dans son esprit. Très bien. Je voulais vous poser cette dernière question avant que vous ne vous prononciez sur les visages. Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi par le MRC, se déclare incompétent et refuse de s'approprier la plainte, vous vous dites, la République est en marche, les autres sont ignorants, ils ne connaissent même pas seulement les procédures, c'est bien fait pour eux, c'est ça? Écoutez, oui, je me dis la République en marche. Le Conseil constitutionnel a pris une décision. D'accord? Mais ce que vous ne dites pas aux téléspectateurs, c'est la teneur. Le Conseil constitutionnel demande aux plaignants, et qui sont encore une fois de plus, pendant qu'on... et j'admire, je suis d'accord avec votre président. Au moins, nous sommes d'accord sur un nombre de choses. C'est pas la peine de me flatter. Non, je ne vous flatte pas. Vous savez, ça marche pas. Vous savez la sympathie que j'ai pour le président Cabral. Donc, je n'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin de vous pour le faire. Et donc, je dis, au moment où l'on demande des inscriptions sur les listes électorales, au moment où on demande de vérifier si son nom est sur une liste électorale, vous avez un parti politique qui nous a habitués à la rigolade, qui est rappelé à l'ordre, même pas à l'ordre, au BABA. Saisissez le conseil électoral. Saisissez Elecam. Très bien. Si Elecam n'est compétent, vous saisissez les juridictions. C'est ce qu'on a rappelé, c'est ce qui font l'incompétence. Enfin, depuis le conseil constitutionnel sans donc se déclare incompétent. On va sortir de cette émission. En vous présentant, vous les verrez défiler derrière moi des visages et on le fera vraiment au pas de course. Vous aurez
À chaque fois 30 secondes pour vous prononcer sur un des visages, vous commencerez déjà par dire le nom du visage qui s'installe. Il faudrait bien que j'ai tous ces et noms. vous direz, je suis persuadé que vous allez pouvoir les reconnaître. Si vous en avez connaissance, je propose que nous commencions par le premier de ces visages. C'est Madame Chantal Biya. D'accord. Oui, la première dame, l'épouse du chef de l'État. Quelqu'un de... Alors, une petite histoire, c'est qu'en 2014, j'avais décidé de engager une procédure pour qu'on lui remette le doctorat en honoris causa à partir de l'université de Yaoundé 2. Et le projet a été détourné. Il a été transformé en un colloque. Et puis, heureusement que la présidence a été informée. Ils ont annulé parce qu'ils avaient mis dans leur programme remise d'une distinction honorifique. Et donc, elle est de mon département. Je dois c'est l'ambassadrice de la Haute-Sanaga à Itoudi, c'est ça? C'est elle qui défend mieux la cause des Nanga à la présidence? Écoutez, c'est l'épouse du chef de l'État qui a une origine connue de tout le monde. D'accord. Voilà. Et depuis qu'elle est là, on voit plusieurs fils de la Haute-Sanaga occuper des hautes fonctions au sein de l'administration. Mais c'est aussi grâce à elle? Écoutez, il y a toujours des opportunités de visibilité. Très bien. Donc, il y a toujours des opportunités de visibilité. La Haute-Sanaga peut se satisfaire de ce qu'elle soit la présidence elle fait partie... pour assurer les intérêts du département. Elle est à la tête... Non, c'est pas ce que je dis. Elle est à la tête... Nous, on l'a définie comme étant à la tête de l'élite de la Haute-Sanaga. Et écoutez... Tant mieux pour vous. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas... Ah non, mais écoutez, les œuvres de la première dame ne sont pas uniquement en direction de la Haute-Sanaga. C'est pas ce que j'ai dit. Ah d'accord, ok. Donc vous ne direz pas tant mieux pour nous, tant mieux pour tous les Camerounais. Prenons le prochain visage, s'il vous plaît. Ça devrait pouvoir se faire rapidement. Je ne sais pas pourquoi ça traîne. On devrait pouvoir avoir vu le prochain visage. Ah, le procès Baïbek. D'accord. Pourquoi vous riez? Vous vous moquez d'un collègue? Ah non, c'est parce que nos rencontres sur les plateaux ont toujours été chaudes. Le professeur Baïbek, ouais. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Ouais. Oui, c'est pour ça que vous êtes allé dire sur un autre plateau que c'est grâce au professeur... Ah non, c'est pas... Ah non, écoutez, vous savez, j'ai un âge qui ne me permet plus de mentir. Parce que j'assume ce que je dis. Et j'ai dit, et c'est vrai, puisqu'il a reconnu, j'ai dit qu'en 2006, contre ses maîtres, notamment le professeur Ndoumbe qui était doyen de la faculté des sciences, qui ne voulait pas de lui comme candidat, contre ses maîtres, le ministre de l'enseignement supérieur, qui avait fait à peine un an et demi, parce qu'il est arrivé en décembre 2004, a dit que ce brillant médecin devait participer au concours. Que pensez-vous de sa posture dans les débats du dimanche en l'occurrence? Alors maintenant je l'ai un peu parlé comme ce que le professeur Joseph Ouna disait de Maurice Kamto. Je crois que le populisme a déshabillé l'éminent enseignant sur le plateau de dimanche. Quand s'il est devant. Donc, vous m'avez posé une question, je réponds, je vous dis, comme disait Ouna au sujet de Maurice Kamto, le populisme a déshabillé l'éminent enseignant. Prenons le prochain visage. Le professeur Vous vous moquez de vos collègues, hein? Ah non, pourquoi est-ce que je me moquerais de lui? Pourquoi est-ce que je me moquerais de lui? Regardez la caméra en face et parlez-lui. Je suis pour lui dire quoi? Entre collègues, on peut. Mais pour lui dire quoi? Non? Pourquoi est-ce que je ne parlerai pas à Baïbek et à lui? Je suis le modérateur. Ah non, mais non, pourquoi? Est-ce qu'il y a, j'ai jamais, le professeur Baïbek, je le connais parce qu'on a discuté déjà on s'est opposé, on a eu des échanges assez vifs. Le professeur Yuno, j'ai fait 1 ou 2 plateaux avec lui, mais non, je ne connais pas plus que ça. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et lui dire que les allégations selon lesquelles c'est vous l'informateur du fameux directeur de publication de Réalité Plus sont... Écoutez, pourquoi je fais cet exercice-là? D'accord. C'est un brillant enseignant. Ah oui, mais oui, bien sûr.
C'est un brillant enseignant d'université, comme on en attend d'autres aussi. Si aujourd'hui, au sorti d'ici, on nous apprenait qu'il y a eu un décret et qu'il a été fait ministre de l'enseignement supérieur, vous pensez qu'il serait un bon ministre de l'enseignement supérieur? Bon, je ne connais pas ces états en tant qu'administrateur ou dans le staff administratif. Donc, je ne peux pas préjurer de ce qu'il peut faire dans ce domaine-là. Parce qu'il y a bien une distance entre les tableaux, les plateaux de télévision et la réalité du fonctionnement de l'administration. Très bien. Prenons donc le prochain visage. Ah, le ministre Mbara. Alors, j'ai une anecdote. Pourquoi vous ne dites pas professeur? Ah non, il n'est pas professeur. D'accord. Le ministre Mbara, j'ai une anecdote. Et alors, nous sommes en juillet 2002, forum des étudiants qui se tient à Boya. Et nous avons pour recteur le professeur Tabimanga. Et notre accueil n'a pas été exactement ce qu'on voulait à Boya. Et nous décidons de faire grève. Et nous disons, nous allons matérialiser notre grève par le fait que quand le ministre arrive, nous restons couchés. Et on devait recevoir le ministre devant l'esplanade du rectorat. Alors le ministre Mbara arrive. Je me souviens encore très bien. Il y avait la délégation de Ngaoundéré, non, la délégation de Boya, la délégation de Ngaoundéré, celle de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Douala et Tchang. Il y avait encore, à l'époque, je crois, 6 universités. Le ministre Mbara arrive, il salue la délégation haute de Boya, il salue celle de Ngaoundéré. Et quand il arrive devant nous, nous sommes tous couchés. On retire juste les gras et on le regarde. Il a dit quelque chose. Il s'est mis droit devant nous. Il a dit, vous refusez de saluer votre ministre, j'ai pris acte. Il allait en salle. Et le début du forum, alors je parle comme ça, il y avait à l'époque Okale Bodé, Ahmed Messibala, Linjoum, le Kaye Somba. Et là, le début du forum a été conditionné par la présence, par la demande officielle, la présentation d'excuses par la délégation de Yaoundé. Ce qui a été fait, et ce jour il nous a dit, là, dans l'entame de son discours, c'est quelque chose que je retiens jusqu'à aujourd'hui, il nous a dit, un grand homme, c'est pas celui qui tombe, mais c'est celui qui tombe, qui sait se relever après être tombé, et le forum a continué. Voilà une anecdote. Il peut se relever de là où il est actuellement. Bon, maintenant, je sais pas. Je sais pas si cette maxime s'appliquerait forcément. S'il n'est même pas à relever, peut-être que... prisonnier politique. Oh, écoutez, je n'ai pas le fond de l'affaire, je n'ai pas le fond du dossier, je ne sais pas quels sont, mais je suis de ceux qui se limitent à ce qui est. C'est un gâchis. À l'instruction qui est. De là où il se trouve. Dans quel sens? C'est-à-dire un haut commis de l'État de sa trempe, qui a été secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'enseignement supérieur, qui a occupé de hautes fonctions, qui se retrouve dans cette situation. Vous estimez que c'est un gâchis? Il y a un premier ministre qui est en prison. Il y a d'autres secrétaires. Je le sais bien. Il y a notre secrétaire général. Je parle de lui qui est en prison. Alors maintenant, je vous ai donné une anecdote en fonction du souvenir que j'ai de lui. Très bien. D'accord, c'est en fonction du souvenir que j'ai de lui. Je ne voulais pas en dire plus. Prenons le prochain visage. Ah, d'accord. Monsieur Ngongo Ferdinand, secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État. Alors que chaque fois que vous parlez de votre ministre d'État. Pourquoi quand c'est lui, vous dites... Ah non, je dis, je donne l'identité, je donne maintenant la fonction. Ok. Je dis, monsieur Ngongo Ferdinand, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Dauphin? Potentiel dauphin de qui? Du président de la République. Écoutez, le président de la République en 2008, sur le talk de Euronews, a dit que, a été clair, il n'y a pas de dauphin au Cameroun. Ça n'existe pas. La Constitution est suffisamment claire. La Constitution est claire sur comment est-ce qu'on devient, comment est-ce qu'on est candidat, comment est-ce que la vacance est gérée. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose. C'est qu'on lui fait un faux procès. Vous êtes un avocat, désormais? Alors, pour les autres cas, vous ne voulez pas beaucoup vous prononcer. Pour son cas, sans qu'on ne pose la question, vous commencez à le défendre parce que vous êtes du même département. Parce qu'en réalité, votre question a un sous-entendu.
Je réponds de sous-entendu, monsieur Amonko. Ce n'est pas avec moi que vous allez faire ça. Ce n'est pas avec moi que vous allez faire ça. Pourquoi on n'a pas demandé dauphin pour Baïbek? Pourquoi on n'a pas parlé de dauphin pour le procès à Bayono? Pourquoi on n'a pas parlé de dauphin? Ils ne sont pas au sein des saints. Ah, ils n'ont d'accord. pas la délégation de signature. Ah, d'accord. Et donc, c'est pour ça. Ils ne respectent pas les C'est donc pour ça que je dis qu'on lui fait un mauvais procès. Parce que si vous lisez, si les Camerounais prennent la peine de lire le décret réorganisant les services du secrétariat général de 2011, il y a des questions qu'on ne se poserait plus. Il a reçu ses pouvoirs. Il y a, un décret qui organise ça. Il faut qu'on les épluche rapidement. Prenons, je crois, l'avant-dernier visage. Est-ce qu'il est là, l'avant-dernier visage? Ah, le professeur Maurice Aurélien Soso. Moi, il a été mon recteur entre 2012 jusqu'à son départ à la retraite en 2023, je crois. Oui. D'aucuns le présentent comme le futur ministre de l'enseignement supérieur. Il a l'étoffe nécessaire pour... Écoutez, j'ai fait une analyse simple des habitudes du président Biya relativement au poste de ministre. Et l'étude que j'ai faite démontre que, et ça va vous surprendre certainement, que de tous les gouvernements du président Biya, il y a une seule personne qui est arrivée au premier poste comme ministre à 64 ans. Une seule. C'est l'actuel sénateur qui a été au MINCAF à non Adjibine. Et que tous les ministres de Biya sont entrés la quarantaine. Vraiment, premier poste, c'est la quarantaine. Vous comptez Mbara, vous comptez Eyebe, vous comptez Fameux Dongo. En fait. Ah non, maintenant, ça c'est une réflexion scientifique sur le comportement, c'est-à-dire que les premiers postes occupés par le premier poste de ministre chez le président Biya, c'est la quarantaine. C'est très rarement à plus de 60 ans. Voici l'avant-dernier visage, effectivement. Ah, vous annoncez l'avant-dernier visage? Non, cette fois, c'est vraiment l'avant-dernier. C'est le ministre d'État, Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, qui... Vous savez, sous le ministre Jacques Famdongo, vous avez le système LND, vous avez la nouvelle loi d'orientation. Le président a permis... Ne faites pas le bilan à sa place. Ne faites pas le bilan, c'est 30 secondes. Le président de la République, vous ne m'avez pas arrêté pour les autres. C'est bizarre. Vous ne m'avez pas arrêté pour les autres. Le réalisateur vient de me faire de... Ah non, vous ne m'avez pas arrêté pour les autres. Il vient de me faire... Je suis l'invité et je réponds au rythme qui est le mien. Ok? Je dis, c'est le ministre d'État, Jacques Famdongo, qui il a tout permis... Ah non, permettez. Sous lui, le président de la République a créé, on est passé de 6 à 11 universités d'État, de 2 à 500 institutions privées d'enseignement supérieur. On a aujourd'hui une loi d'orientation promulguée par le chef de l'État qui donne la possibilité aux universités créées d'entreprise. Et maintenant, sur le plan politique, permettez-moi puis qu'on évacue. Sur le plan politique, non, je n'ai pas posé. C'est un membre du bureau politique, secrétaire de la communication. On l'a pas présenté comme homme politique, mais comme ministre d'enseignement supérieur. Alors, professeur, 21 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous voyez le temps que ça va prendre pour que je compte de 1 à 21. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, non, laissez-moi aller à mon rythme. Vous perdez du temps. Dites 21. 6, on va plus vite. 7. Je prenais le temps pour répondre aussi comme ça. 9. Professeur. Oui. 21 ans, ministre. Oui. Dans le même département ministériel. Oui. Professeur, c'est pas fatigant? Non. C'est pas ennuyeux? Non. Vous savez, un jour fait, comme je l'ai fait pour Mbara, je vais vous faire pour le procès Jacques Famdongo. J'arrive au ministère, chargé de cours. Pour ça, vous avez 30 secondes. Oui, petite anecdote, chargé de cours, convaincu que je maîtrise les choses. J'ai pour premier directeur, professeur Aboya, et le ministre m'envoie un dossier. Il sait que j'étais activiste à l'université, c'était une grève, et tout, je m'envoie un dossier. Je m'assois devant ma machine, j'écris, et je vais lui remettre. Monsieur Amankol, le monsieur que vous avez derrière vous là, il lit tout. Il a un dynamisme. Je dis,
Quand il m'a renvoyé ma note, c'était la première en tant que cadre, en tant que chargé d'études assistant. Je me suis dit, mais comment il fait ce monsieur? C'est pas mieux de changer la dénomination du ministère? Non, non, Ministère Jacques Van Dongo, c'est mieux. écoutez, oh là on est dans la blague. Non, je suis Là, pas non, dans la non, blague, là vous êtes dans la blague. Là vous êtes dans la blague. Est-ce que je peux continuer? enfants nés. Non, mais ça ne veut Les absolument, enfants nés en ça 2004. ne veut absolument rien dire. Ça, votre interpellation aurait un sens s'il y a de l'inertie. Et je dis à tous ceux qui posent ce débat, montrez-moi un seul collaborateur qui était là il y a 20 ans avec le ministre Van Dongo. Il y a des générations qui arrivent, qui lui apportent des idées, qui apportent... La preuve, c'est que... La preuve, mais il n'est nommé par quelqu'un. La preuve, c'est que aujourd'hui, les universités sont stables. Les universités camerounaises sont parmi, les projets camerounais sont parmi les meilleurs au monde. Ça, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Et donc, vous ne pouvez donc pas. Et donc, je dis que tout ça, c'est à l'actif du chef de l'État qui a bien voulu mettre la femme Dongo bien compris. Le prochain? Mais le professeur Maurice Kamto, ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, ancien ministre délégué et actuellement, accessoirement, président opposant. Et prochain candidat à l'élection présidentielle. Par quel mécanisme? Comment ça, par quel? Ça vous dérange tant que ça, la candidature du professeur Non, écoutez. Mais pourquoi ça vous gêne au RDPC et au sein de la haute administration? Pourquoi la candidature du professeur Maurice Kamto vous semble être une préoccupation majeure chez vous? Je peux répondre maintenant? Oui. Alors, il me souvient en 2020, l'éminent juriste a fait une vidéo dans laquelle il disait à ses partisans, pour justifier le fait qu'il n'allait pas à l'élection législative, il leur disait qu'il reconnaît lui-même le risque que ça lui coûtait la candidature à l'élection présidentielle. C'est lui qui nous l'a dit. C'est lui qui nous l'a dit. Mais un propos ne peut pas être retourné contre lui s'il remplit les conditions. D'accord. Non, Jean-Monsieur Amaokol, vraiment, il nous a dit qu'il prend, il sait que le fait de ne pas aller à l'élection législative, ne pas aller aux élections municipales, lui coûterait... Et vous vous accrochez là-dessus? Écoutez, soit il est un menteur, soit il est un manipulateur. C'est lui qui l'a dit, hein? Personne d'autre. Il est allé plus loin. Il dit qu'il y a une seconde disposition, et je crois que c'est l'article 121 du code électoral. Dit donc qu'à l'absence, que les candidats soient investis soit par un parti, soit indépendants, mais à condition qu'ils puissent avoir les 300 signatures de personnalité. Il dit lui-même ce jour qu'il est convaincu que même ce processus-là ne peut pas fonctionner parce qu'il accuse l'administration. Alors, aujourd'hui, 7 ans après, il vous dit, sur la base du premier critère, sur d'être investi par un parti politique, qu'il a des élus qui permettront de l'investir. Alors moi, je veux bien comprendre. Donc je me dis, je me fonde sur son analyse, sur le fait qu'aucun parti politique qui a le député à l'Assemblée nationale n'a encore décidé d'investir. Ou dans les conseils municipaux également. Oui, oui. Et que le MRC, son parti, n'a pas... Voilà, un parti pour l'investir. Le dernier visage. Ben écoutez, Cabral, c'est mon ami. Et je suis de ceux qui assument leurs amitiés. C'est mon ami, c'est mon congénère, c'est mon promo à l'université. Et c'est mon ami. Maintenant, qui est sur le plan politique, sera certainement l'adversaire du président de la République. Après le vote pour le président de la République, Cabral, avant, pendant et après les élections, restera mon ami, c'est mon ami, comme on dit, c'est ma classe, hein, si on était dans le corps des armées, c'est ma classe, donc, et rien ne changera cette réalité-là. Alors, professeur, toute dernière question, maintenant que vous êtes professeur titulaire, vous avez plafonné, votre rêve, au moins sur le plan administratif, c'est lequel? C'est d'être, c'est pas moi, secrétaire général dans un ministère ou
vous estimez avoir déjà suffisamment d'épaules pour assumer les responsabilités de chef d'un département ministériel? Écoutez, n'allez surtout pas me dire que vous n'êtes pas de ceux qui ont des ambitions et des rêves. Écoutez, pour le moment, je vais être sincère avec vous. Pour le moment, ça fait 6 mois que je suis à la tête de la division de la recherche et de la coopération universitaire. Je veux faire mes classes. Je vais donner raison au ministre d'État de m'avoir choisi à ce poste de responsabilité. Maintenant, il viendra certainement un moment, le ministre d'État pourra juger que je pourrais, ou la nation peut juger que je peux remplir des fonctions plus hautes que celles-là. C'est avec plaisir et avec beaucoup d'enthousiasme que je le ferai, mais je suis pour le moment concentré à apporter ma touche à la division de la recherche et de la coopération universitaire. Professeur Joël Narcisse Meholo, nous arrivons au terme de cet échange. Comment vous l'avez trouvé? Très intéressant, comme d'habitude avec vous. Un peu incisif, mais très intéressant. Merci infiniment, professeur Joël Narcisse Meholo. Ce qu'on retient de toutes les façons, c'est que dans la vie, il faut avoir des projets, il faut avoir des rêves, il faut se donner les moyens d'atteindre l'objectif. Vous êtes dans tous les cas l'exemple vivant de ce que lorsqu'on veut, on peut, et que à force de travail, d'abnégation, de loyauté et de discipline, on peut atteindre les objectifs escomptés. Nous espérons avoir été à la hauteur de vos attentes. Nous disons infiniment merci à toute l'équipe de production et à vous, nos très chers et précieux téléspectateurs et internautes. Je vous dis bonsoir.